Bonjour à tous. Alors j'ai choisi de vous faire un retour d'expérience sur l'accompagnement de talents à la CNIEG, sur la mise en place de la solution décisionnelle qu'on a pu réaliser depuis 2 ans. Alors, juste petite précision, ce n'est pas une présentation orientée technique, mais plutôt orientée sur vraiment la démarche d'accompagnement auprès du client. Petite précision. Alors, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Didier Leveneur, je suis de la CNIEG, donc je suis responsable des opérations digitales plutôt sur la partie décisionnelle. C'est un des projets de notre convention d'orientation et de gestion jusqu'en 2024 pour l'instant. Donc moi, c'est Jasmine Denis, je suis responsable de la communauté DataVise au sein de la société Talent à l'agence de Nantes. Et donc, je suis en mission à la CNIEG depuis janvier 2021, justement dans le but d'accompagner chez ce client sur la partie décisionnelle. Alors, rapidement, le sommaire. Donc, on va vous faire une petite présentation. Sur ce format court de 25 minutes, c'est pas évident de condenser. Donc, présentation de nos sociétés respectives. Un petit peu de mise en contexte dans le cadre dans lequel je suis intervenue avec mes collègues. Et ensuite, quelle dimension on a voulu se donner à la CNIEG et dans notre accompagnement, quelles difficultés on a rencontrées, quelles solutions on a mis en place. Et ensuite, quelques conseils, en fait, suite à ça, pour fédérer les métiers, prendre en charge les nouveaux besoins. Et une conclusion, bien évidemment, avec ce que je retire vraiment, les mots-clés que je retirerai de cette expérience. Et puis un petit temps d'échange, si vous avez des questions, j'espère. Donc, la CNIEG, c'est un organisme de sécurité sociale. Donc, on verse les retraites et on perçoit les cotisations des salariés de, pour faire simple, EDF, Gaz de France, Engie, GRDF, toutes les entreprises liées au gaz et à l'électricité. Donc, c'est 160 salariés à peu près. C'est 272 000 clients, autant d'affiliés que de pensionnés. C'est 156 entreprises qui cotisent. Il n'y a pas que EDF et Engie, il y en a plein d'autres. Et c'est plus de 5 milliards de prestations versées par an. Donc, c'est des échéances assez conséquentes. Donc, effectivement, on est un régime de retraite qui verse les retraites, mais aussi les pensions d'invalidité et tout ce qui est risque AT-MP, donc accident du travail pour les entreprises des IEG. Donc, ce projet décisionnel, nous, est intervenu dans le cadre d'une convention d'orientation et de gestion que l'on passe avec l'État pour 5 ans, sur lequel on prend des engagements d'objectifs et de réalisation. Et ce projet fait partie intégrante de notre convention de gestion. Alors, à mon tour, donc pour présenter rapidement la société Talent. Donc, c'est une société de plus de 3000 consultants qui est présente donc principalement en France et à l'international depuis 17 ans. On est dispatché par contre en plusieurs entités. Donc là, moi, je fais plutôt partie de l'entité Talent Solutions, plus particulièrement la data intelligence. Donc là, on ne va pas parler des autres entités parce qu'on est au salon de la data. Donc, pour se focaliser sur la data intelligence, donc c'est un pôle qui a 10 ans d'expérience et on est à peu près 600 collaborateurs en France. Donc, nos domaines d'expertise, pour faire le lien avec la CNIEG, on est capable d'intervenir sur différentes parties. La partie data intégration, la partie DataVise, de l'advisory, donc vraiment de l'accompagnement sur toutes les phases d'un projet décisionnel et dans différents secteurs. En fait, on est amené à travailler de la finance, de la banque, de l'énergie, du public, donc vraiment tous les secteurs d'activité et sur toutes les phases d'un projet décisionnel. Et donc, je vais vous expliquer comment on est intervenu à la CNIEG. Alors, donc, pour remettre un petit peu de contexte, historiquement, à la CNIEG, donc, il y avait un outil de reporting qui s'appelle Business Object, qui était en place depuis 1997. Donc, autant dire, il y a bien longtemps. Donc, bien avant qu'on parle de décisionnel, même, je pense. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, donc, historiquement, forcément, cet outil, il avait les usages adaptés à l'époque aussi. Qui n'étaient plus les usages de maintenant quand on parle de décisionnel. Donc on avait des requêtes d'extraction
pour faire de la simple restitution d'une requête SQL, juste pour la mettre à disposition des utilisateurs, faire des tableaux synthétiques de montants de prestations, par exemple, et éventuellement cibler des populations. Je ne sais pas si tu veux compléter. En fait, alors BO, c'est un business object de l'époque, hein, mais on a effectivement détourné l'usage pour le mettre à la portée des utilisateurs lambda, qui n'étaient pas informaticiens, qui ne faisaient pas de SQL, pour leur donner un outil de requêtage assez simple. Donc on a détourné l'usage, on n'a pas utilisé l'outil tel qu'il aurait pu être utilisé à l'époque. Et on a gardé cette dérive jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'on est encore dessus. Et on est en train de finir. Mais c'est vrai qu'on a vraiment détourné l'usage du décisionnel des années 90. Et on a continué avec jusqu'à aujourd'hui. Donc le projet, c'était comment sortir de ça, comment se moderniser et répondre à des enjeux orientés décisionnels, comme on a souvent maintenant dans n'importe quelle entreprise. Donc il y a une réflexion qui a débuté autour de 2015, vraiment sur une refonte carrément du décisionnel. Donc c'est quand même un gros chantier. Donc c'était il y a un petit moment, c'est pas Talent qui était là à l'époque, mais les problèmes qui ont été soulevés déjà, c'était l'obsolescence de l'outil. Donc Business Object, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est vraiment, surtout cette version-là, c'est du listing simple, c'est un peu archaïque en fait. C'est pas très sexy en fait. Donc par rapport à ce qu'on peut faire maintenant comme outil de restitution, bah, y avait un petit gap à passer. Donc il y avait besoin d'un vrai accompagnement, donc, et par le changement d'outil, et par la refonte complètement, faire un vrai système décisionnel, et revoir les usages du coup aussi. Puisqu'un outil de restitution, il y a quand même... Là, c'était un petit peu détourné, comme disait Philippe. Non, Didier. Philippe. On travaille tous les jours Qui est ensemble, là. Philippe? Donc ça a été détourné, mais c'est alors en plus le projet décisionnel, on a été pas obligé de le faire, mais on a une contrainte d'effectifs. On est dans un organisme de sécurité sociale où il faut qu'on rationalise nos moyens donc il faut qu'on utilise maintenant les données telles qu'on les connaît. Et avec BO, on avait atteint les limites de toute façon techniquement. Donc on a été obligé de passer par cette refonte-là et puis d'utiliser les données du système d'information, des systèmes d'information que l'on a, pour effectivement aller un peu plus loin dans la priorisation de certains actes métiers, dans la priorisation de nos traitements, dans le suivi des contrôles, dans la détection d'anomalies en croisant les données, dans le suivi d'indicateurs. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas d'objets qui arrivaient derrière. On s'est dit qu'il faut vraiment mettre ce sujet à plat et en faire un vrai projet pour les années à venir. Donc effectivement, 2015, c'est le début, on est en 2022 et on est encore dessus aujourd'hui. Oui, voilà, donc du coup... lors de cette étude, donc, qui a mis effectivement plusieurs années, c'est pas toujours simple, a été choisi l'outil ClickSense qui a commencé à être mis en place en 2018. Donc là, du coup, on est sur un outil effectivement un petit peu plus data-vise, un petit peu plus dans l'air du temps, qui avait aussi l'avantage d'être un outil en fait où l'utilisateur peut explorer, contrairement à l'outil précédent, lorsqu'on met à disposition un tableau de bord. L'avantage de cet outil, c'est qu'il peut après lui-même aller naviguer, faire ses filtres, etc., faire ses graphiques éventuellement. Donc ça correspondait plus vers ce vers quoi on voulait aller, vers une vraie démarche du décisionnel. Donc pour ça, il a fallu identifier aussi quelques collaborateurs en interne lors de cette phase. C'est important d'identifier quelle personne en interne on va faire monter sur la solution. Il faut des référents un peu pour participer au projet pilote, c'est important. Que ce soit en interne aussi et pas que chez le prestataire. Il faut qu'il y ait le savoir qui soit diffusé en interne auprès de la société, en fait. Et donc, à partir de là, aller vers un vrai modèle décisionnel, donc en construisant des entrepôts de données consolidées. Donc là, il faut aussi savoir définir quels entrepôts on va faire. Quelles données on va aller mettre dedans. Donc il y a une vraie réflexion, comme pour tout projet décisionnel, mais là on partait un petit peu de zéro en termes d'entrepôts. Donc quels entrepôts on veut construire, quelles données on veut mettre dedans. Donc typiquement, on parle de pensionnés LCNIEG, donc on va avoir des notions d'individus, de prestations. Donc on va avoir quelques données maîtres comme ça déjà pour faire les premiers entrepôts.
petit rappel peut-être pour ceux qui n'auraient pas cette notion dans une architecture BI. Bon, là, c'est très simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on fait généralement quand même, c'est qu'on part de la base de données, que ce soit une base de production, enfin, vraiment les données du SI maître. Et il y a une première étape de transformation qui est nécessaire pour pouvoir aboutir à la cible qui est du coup des reporting. Donc on voit en violet. Donc il y a quand même une étape au préalable à faire, donc les fameux entrepôts dont je parlais. Donc en rouge, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que c'est écrit en noir sur rouge. Donc on a cette étape de transformation qui se fait généralement à l'aide d'un outil de type ETL. Et ensuite, on a souvent un autre outil type reporting. Donc là, ça peut être du BO, du ClickSense, peu importe. Et en fait, ClickSense a été choisi aussi parce que c'était une solution tout en un qui permet de construire des entrepôts et des états de reporting. Donc au moins, c'était un peu la facilité aussi de n'avoir qu'un seul outil. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi. Alors, un exemple assez représentatif, mais pas exhaustif, des données. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on veut partir sur des entrepôts maîtres, donc on va avoir les individus, les prestations, alors les actes métiers, donc c'est tout ce qui est lié au traitement d'un dossier d'un pensionné, les données de paie, type pension. Donc on se dit déjà, on va avoir ces notions-là, il va falloir construire l'entrepôt pour pouvoir les croiser facilement. Je ne sais pas si tu veux compléter. Alors ça, c'était le schéma de départ. Depuis, on a rajouté aussi un petit point qui va vers MS Dynamics, puisqu'on a notre CRM qui est basé sur MS Dynamics. Et on a un petit point qui va vers notre GED, puisque nous, on a une GED, on a une gestion électronique des documents depuis 1997. Donc on a effectivement un historique de documents lié à chaque client. Donc il y a tous ces éléments-là qui, effectivement, après, il faut pouvoir croiser, notamment pour avoir quelques données marketing, par exemple. Alors, on ne vend rien, mais nous, on appelle nos pensionnés, nos affiliés clients, on leur sert des services, et ce qu'on veut, c'est leur mettre les produits et les services les mieux adaptés. Donc maintenant, on veut croiser toutes ces données-là pour réussir à faire quelque chose de bien ciblé. Donc déjà, à partir de là, on a une petite idée de la trajectoire en termes d'entrepôt, ce qu'on veut construire. Et du coup, les enjeux en cible, évidemment, de tout ça. Il y a une première partie vraiment orientée opérationnelle pour les métiers, pour les conseillers en fait, qui traitent les dossiers des pensionnés. Déjà, améliorer la performance. Donc, comme Didier le disait tout à l'heure, il y a des indicateurs pour lesquels ils sont suivis en termes contractuels, comme la coche, par exemple. Il y a aussi les services offerts par la plateforme téléphonique. Derrière, ça va induire un certain pilotage, toujours dans le but d'améliorer la performance. Ce qui dit améliorer la performance dit éventuellement réduire les coûts derrière aussi, mettre les bonnes personnes sur les bons services. Donc là, c'est vraiment dans un but opérationnel. Donc pouvoir suivre les données, offrir des indicateurs pertinents pour aider à la prise de décision pour ces indicateurs-là. Il y a des axes aussi de gouvernance de la donnée. Donc, comme cité justement auparavant, une autre des sources, en dehors de l'application de suivi et de traitement des pensions, il y a aussi l'application de marketing. Donc, qui dit multiplication d'applications dans un SI dit aussi comment suivre qu'on a bien la même information partout. Typiquement, un pensionné, dans une application, il peut avoir une adresse A et une adresse B dans une autre. On peut avoir des déphasages comme ça arrive souvent quand on multiplie les applications sources dans une entreprise. Donc, on s'est dit, il faut pouvoir suivre aussi au travers d'un état de reporting, pourquoi pas détecter les incohérences entre plusieurs applications. Donc, il faut prévoir du coup également dans les entrepôts de pouvoir croiser ces différentes sources. Donc là, déjà, on commence à multiplier les différentes sources en entrée. Un outil de reporting permet aussi de faciliter le travail des métiers. Ceux qui travaillent par exemple sur SQL puis sur Excel, l'idée c'est de s'affranchir un peu de ces étapes redondantes et pas forcément très intéressantes dès lors que c'est récurrent par exemple.
avec un reporting, on va proposer quelque chose de disponible et rafraîchi tous les matins pour les personnes qui faisaient ce petit travail manuel à chaque fois. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, effectivement. Donc là-dessus, c'était aussi pour simplifier ça. Donc ça fait plusieurs axes, en fait, plusieurs enjeux dans la mise en place de ce reporting-là. Il ne reste plus beaucoup de temps, apparemment. Ouais. C'est difficile de raccourcir tout. Et puis, bon, rapidement, pour la direction, les reportings peuvent avoir un autre enjeu. Donc là, on va se placer avec un peu plus de hauteur, plus de recul et suivre les indicateurs de pilotage, donc financièrement et au niveau des services, des directions. Et, je vais rajouter un petit point qui est arrivé depuis à peu près un an. On fait aussi de la détection de fraude avec l'outil décisionnel, puisqu'on va comparer des données qui peuvent être incohérentes, des changements d'adresse mail à une date, un changement de RIB à une autre date, des choses qui ne sont pas cohérentes comparées avec des bases de données sur les banques, et détecter effectivement si on doit faire un contrôle manuel par exemple sur un RIB pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude aux prestations. Donc on a déjà, nous, un contrôle FICOBA, mais on a rajouté cette brique-là par-dessus pour venir faire un petit peu d'intelligence semi-artificielle, mais au moins de détecter les atypies et d'aller les vérifier et de casser ainsi la chaîne de fraude possible en introduisant de l'humain à certains endroits. Alors je vais aller vite sur ce slide. Alors ça, c'est juste une pyramide pour montrer en fait les différents types de reporting qui existent. Donc là, la question, c'était de se situer par rapport aux besoins de la CNIEG. Quel type de reporting ils ont besoin? Parce qu'en fonction de ça, on va mettre différents moyens en termes de formation et en termes d'identification des interlocuteurs. Donc on va avoir les reportings vraiment où on veut que l'utilisateur puisse naviguer en toute autonomie, faire ses propres filtres. Donc là, c'est la pyramide bleue. La partie verte, on va avoir des personnes qui vont avoir besoin d'être autonomes pour construire leur rapport. Donc ils vont avoir besoin déjà de maîtriser les entrepôts, pouvoir faire leur restitution tout seul. Donc à partir de ça, déjà, on va aussi différencier les différents axes de formation qu'on va mettre en place. Alors, maintenant que j'ai posé tout le contexte, l'état des lieux quand Talent est arrivé en janvier 2021, c'est que du coup, on avait une partie des entrepôts qui étaient faits, quelques états aussi, et il fallait reprendre la main, puisque du coup, ce projet-là, qui avait été débuté avec une petite... bon, je retrouve mes mots, bref. Ça a été fait avec une petite ambition. Qui a vite été dépassé finalement avec le succès, on va dire, de la solution. Donc il avait été prévu à la base un seul environnement. Donc on avait la partie développement et production, tout était au même endroit. Donc déjà c'est un petit peu à gérer, puis un petit peu difficile à gérer parce que avec le déploiement de la solution et l'élargissement en fait à toute l'entreprise de cette solution, ça a été une vraie difficulté de n'avoir qu'un seul environnement. Donc nous, on est arrivé dans ce contexte-là, avec des entrepôts qu'il fallait optimiser aussi, qui ont été construits un petit peu comme ça, instinctivement. Donc, comment reprendre l'existant sans rien casser, en fait, ça a été une des difficultés, puisqu'à partir du moment où l'existant était là, on ne pouvait pas se permettre de tout casser. Là aussi, quand on est arrivé, on avait envie, effectivement, de refaire tout d'une autre manière, mais en fait, non, on ne peut pas. Il faut faire avec l'existant et l'optimiser. Il y avait aussi un manque de process, vu que ça n'avait pas encore été finalisé. Donc on est arrivé dans cet état-là. Donc il fallait reprendre la main sur tout ça et aussi se rendre visible du reste du SI, puisque c'était un projet qui était vraiment un petit peu en marge du SI, justement parce qu'il y avait un problème de... Le décisionnel, en fait, ça ne parlait pas à l'époque. À l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça ne parlait pas, en fait. Ce n'est pas une notion qui était connue au sein de la CNIEG. Donc en fait, ce projet-là, finalement, de reporting, ça n'intéressait pas trop le SI, ça ne savait pas trop ce que c'était. Donc j'entends par là les autres interlocuteurs, l'exploitation, la production, etc. Du coup, qu'est-ce que c'est finalement le décisionnel? Il y avait aussi une petite confusion sur certaines personnes qui croyaient en fait que le reporting pouvait écrire dans la base, qu'il y avait des allers-retours comme ça. Donc il y avait vraiment aussi cette méconnaissance
de ça, donc le décisionnel en entier. Donc il y avait ça aussi sur lequel il fallait reprendre la main, donc réexpliquer qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ce projet de refonte décisionnelle impactait. Et donc apprendre le vocabulaire, revoir les usages. Je sais pas si tu peux compléter. Et dépasser le fait que le projet, ce n'était pas un projet à 6 mois, mais un projet à plus long terme. Quelque chose qui se construit dans la durée, 4, 5, 6 ans, et voire même en continu. Parce que les données, elles bougent tout le temps, donc on a forcément besoin d'alimenter les entrepôts, la construction, la fiabilisation de nos données. Donc on est parti d'un projet, c'est pour ça, de 6 mois. Pour certains, ça devait durer 6 mois, et puis c'était fini. Et en fait, on y est encore. Alors, une des premières étapes lorsque Talent est intervenu, c'est qu'on a commencé en fait par faire un rapport d'étonnement, c'est-à-dire on a constaté les petites choses qui pouvaient éventuellement poser problème, mais on s'est dit avant, il faut prendre le temps de se poser et faire un rapport d'étonnement. Dans ce rapport d'étonnement, on va citer quand même les points forts, et ensuite, on ne va pas parler de points faibles, on va parler d'axes d'amélioration. Donc, comme ça, au moins, c'est formalisé par écrit. Et à partir de là, on va dégager donc les bonnes pratiques sur une partie technique, des conseils sur l'organisation à envisager pour revoir tout ça, réoptimiser et reprendre la main sur ce projet décisionnel et le faire connaître. Et donc, le faire connaître, ça passe aussi par faire impliquer en fait, les différents interlocuteurs, donc les métiers, les interlocuteurs techniques du SI, donc ceux qui sont responsables des bases, ceux qui sont responsables de la production. Tout le monde doit être impliqué, en fait. Un projet décisionnel, c'est ça. Il faut impliquer tout le monde. Et donc, à la sortie de ça, avoir un plan d'action, effectivement, avec les responsables sur les différentes parties. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier, faire un changement, parce que là, il y a une vraie conduite du changement en fait, à faire. Et donc il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. La formation par niveau dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Alors du coup, petit conseil, donc, si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé de différents besoins en termes de formation. Et par exemple, on a eu un petit problème de ciblage de population sur une formation. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à faire une formation avec un niveau en fait, donc développeur pour les personnes qui doivent créer les rapports. Et j'ai eu en face de moi des personnes qui ne maîtrisaient pas le SQL en fait. Or, pour ClickSense, il faut avoir un minimum de base en SQL. Donc là, on s'est dit, bah mince, il y a eu une petite erreur de ciblage des personnes. Déjà, peut-être qu'il aurait fallu faire une enquête sur le niveau des personnes exactement, les attendus, et puis revoir en fait l'organisation. C'est pas se dire allez hop, tout le monde va faire du ClickSense, ça va être super facile. Non, non, il faut peut-être creuser un petit peu plus en fonction du niveau et des appétences des personnes. Se dire on va organiser peut-être dans les équipes, avoir un référent qui va avoir un peu plus l'habitude de ce genre de choses, qui va avoir des appétences en SQL déjà, et qui pourrait aider dans les équipes les métiers, en fait, à utiliser la solution. Alors, ce que je n'ai pas précisé, effectivement, c'est que côté avec Didier, on est dans une équipe, je suis accompagnée de 2 autres consultants. Donc nous, on est garant de la solution technique, effectivement. Mais le but, c'est pas qu'on fasse tous les rapports. C'est aussi que les utilisateurs soient autonomes pour certains qui le souhaitent à créer ces rapports. Donc pour donner de la visibilité aussi à l'utilisation de la solution, il faut documenter, il faut outiller. Et l'outillage, il faut le partager. Donc ça peut passer à travers un catalogue de données qui va faire office de référentiel des données, mais partagé à tout le monde. Et aussi dans le but que tout le monde se dise, quand on parle d'une donnée, on sait d'où elle vient. Parce que, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a plusieurs applications généralement dans les entreprises comme ça. Donc, quelles données on met à disposition dans ClickSense et quelle est sa source exacte ? Parce que ça peut prêter à confusion s'il y a différentes règles de gestion dans une application et pas dans l'autre. Au moins, le formaliser dans un catalogue de données partagé par tous, on met au moins les choses au clair. Je vais essayer de passer vite sur la suite. Tu veux rajouter quelque chose ? Donc, vraiment, alors sinon, les mots à retenir,
une fois qu'on a mis tout ça en place, pour fédérer les métiers, moi je résumerais ça en quelques mots. Déjà, il faut écouter les métiers. Donc, quand un métier nous dit « moi j'ai besoin de tel état pour exploiter telle ou telle donnée », il faut prendre le temps de l'écouter parce qu'il y a quand même un petit gap finalement entre l'interlocuteur donc mon équipe et moi par exemple, sur du ClickSense où on va être un peu technique, et le métier vraiment qui a ses propres mots. C'est pas toujours évident de se comprendre, donc il faut prendre le temps de vraiment l'écouter parce que si la personne ne se sent pas écoutée, elle va pas accepter de faire du ClickSense alors qu'avant avec BO ça marchait à peu près. Sinon on va préférer faire du SQL et du Excel et là c'est vraiment dommage et tout le projet de refonte décisionnelle ça sert à rien. Donc prendre le temps d'écouter et de montrer qu'on va accompagner. Donc il y avait aussi effectivement le fait d'avoir fait des formations au fil de l'eau. Donc il faut redemander régulièrement qui a besoin de formation, montrer qu'on est toujours présent pour accompagner. Ça semble vraiment évident, mais dans les faits, ça peut vite dériver en vrai. Et les gens peuvent être vraiment frustrés. Et si les gens sont frustrés et qu'ils sont bloqués, ils n'adhèrent pas à la solution. Et là, quand on perd du monde, après, c'est le projet pour moi qui tombe à l'eau. Néanmoins, il faut quand même cadré, c'est-à-dire que quand un utilisateur va exprimer un besoin, déjà ça ne va pas être fait comme ça en claquant des doigts. Il va falloir que cette personne se rende disponible aussi pour travailler avec les personnes qui créent l'état, si ce n'est pas cette personne qui le crée elle-même. Donc il faut quand même cadrer et puis communiquer vraiment à fond et répéter. Parce qu'en face, les personnes du métier et qui ne connaissent pas le décisionnel, c'est quand même deux mondes. Donc il faut vraiment se mettre à la place du métier aussi et trouver ce juste milieu pour travailler ensemble. Donc j'insiste parce que ça, je l'ai vu en fait en dérive dans d'autres sociétés chez lesquelles je suis intervenue. Ça part très facilement et les gens sont frustrés après et ils se bloquent. Et c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, nous, dans l'équipe, on a mis des intermédiaires. En fait, on les appelle des traducteurs. C'est ce qu'on appelle chez nous le pôle appui métier. Ce n'est pas des informaticiens, mais c'est des anciens experts de gestion qui ont quand même des bonnes connaissances du système d'info. Donc, ils se mettent entre les deux et quand on fait des ateliers, ils viennent traduire un petit peu le monde de clic, entre guillemets, du décisionnel avec le langage et le monde de la gestion. Puis, ils essayent de faire l'intermédiaire. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment des petites personnes un peu tampons comme ça qui viennent faire cette traduction-là pour accompagner effectivement. Et on y gagne en temps parce que les dernières IHM qu'on a mis en place, on les a mis en place beaucoup plus rapidement que les toutes premières où il a fallu faire, défaire et refaire. Donc, c'est intéressant de mettre un petit peu ces éléments-là entre je vais dire, la technique et l'utilisateur final. Oui. Du coup, gardez toujours en tête qu'un rapport correspond à un besoin et que l'outil correspond à un usage, n'est-ce pas? Alors attention à l'effet de mode aussi comme on a pu voir la CNIEG, de se dire chouette, il y a un outil de reporting qui a été mis en place et dès que quelqu'un avait un besoin, allez demander à Click, ça va répondre aux besoins. En fait, non. Il faut quand même prendre le temps de se renseigner, d'analyser le besoin parce que des fois le reporting n'est pas forcément la solution selon la pérennité du besoin, selon la stabilité de la source aussi. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Des fois, on a des demandes. En fait, c'est juste à l'instant T, un seul besoin. C'est du one-shot. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps? Parce que du coup, ça devient coûteux en charge pour tout le monde pour développer un reporting qui va servir une fois et qui va être jetable, en fait. Des fois, il y a d'autres solutions qui existent, même dans les applications sources de l'entreprise. Des fois, il y a aussi des petits modules de reporting qui peuvent suffire à répondre aux besoins. Donc, il ne faut pas forcément se précipiter à faire du clic parce qu'on lance clic. Donc, pour conclure, du coup, donc comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on fait une refonte comme ça d'un système décisionnel, il faut prendre son temps. La preuve, on en est encore là, plusieurs années après, et on n'a pas fini. Il ne faut pas se fixer, je pense, on fait ça en 6 mois et voilà. Non, en fait, dans les faits, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus long. Donc, il ne faut pas non plus être frustré de ça. On ne peut pas tout révolutionner d'un coup. Il faut rassurer aussi les utilisateurs, comme je disais tout à l'heure, quand on met en place un nouvel outil comme ça, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément qu'on change leurs habitudes. Donc, il faut les rassurer en leur disant qu'on va les accompagner.
S'adapter aux clients. Donc là, je parle pour les intégrateurs. C'est important de s'adapter aux clients parce que tous les contextes sont différents. On ne peut pas arriver avec une solution clé en main comme ça et l'intégrer sans se poser de questions. Il y a toujours des petits imprévus, des petites choses à ajuster. Donc il faut vraiment s'adapter aussi aux clients. Et dans toutes ces phases, donc c'est à construire collectivement avec tous les interlocuteurs du SI et les métiers, comme on disait tout à l'heure. Prioriser les actions, il faut y aller vraiment pas à pas, prendre son temps, et se faire accompagner si besoin, donc que ce soit techniquement par les éditeurs, par des personnes dont c'est le métier, comme je disais tout à l'heure, de faciliter le changement, puisque c'est une démarche vraiment à l'échelle de l'entreprise d'appliquer cette refonte décisionnelle. Et former les gens, évidemment. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Et j'ai fini, et largement débordé du coup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ? Oui ? Est-ce que finalement, je vous pose une question, est-ce que ClickSense et Business Object ne sont pas des outils qui sont complémentaires, ou plutôt concurrents ? Je m'explique, pour moi, ClickSense, on essaye de rationaliser nos mondes d'état, d'aller naviguer au travers des applications et utiliser Business Object pour faire justement des requêtages qui sont un peu plus simples. Parce que je trouve qu'au niveau de la conduite du changement, c'est un peu compliqué à gérer ces aspects-là. Ce qu'on a posé, nous, à la caisse, c'est dire chaque outil, son usage. Alors, pour BO, en fait, cette partie-là, on a un MySQL d'un côté, qui est réservé à ce qu'on appelle nos easy, nos ingénieurs systèmes d'info qui font des requêtes à la demande. Et on a vraiment Qlik pour l'usage, on va dire, pérenne, sur des indicateurs, du pilotage de données, etc. Donc, on sépare comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode, une mauvaise méthode, mais on essaie d'utiliser vraiment le bon outil pour le bon usage. Donc, aujourd'hui, BO, on va le laisser tomber. Pourquoi ? Parce que la plateforme technique, elle est sur du Windows 7, de toute façon, qui n'est plus maintenue, donc on va tout arrêter. Donc on va forcément sacrifier tout ce qui était encore dessus. Et on garde la solution Qlik et la solution SQL à côté. Donc on fonctionne de cette façon-là. Néanmoins, dans le cadre du décisionnel, on a un outil qui s'appelle Qlik. Et cet outil est aussi à la main des ingénieurs systèmes d'info pour venir faire leur propre requête, entre guillemets, et leurs propres exploitations des données qui sont à l'intérieur, sans passer par le programme décisionnel. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est un peu la façon dont on gère, nous. Voilà. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Je ne sais pas, mais on a décidé d'avancer comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense que je n'ai même pas pu tout dire. En fait, sur ce format condensé, ce n'est pas simple. C'est forcément incomplet. Donc, j'espère que ça a pu vous apporter un petit peu quelque chose. Mais... Voilà. Bon. Merci de nous avoir écoutés.